Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec un nouvel épisode et une nouvelle interview qui m'a permis moi aussi d'apprendre beaucoup de choses et d'enrichir mes connaissances sur un sujet que je ne connaissais pas beaucoup. Tout ça grâce à Florence qui va nous parler d'aménorrhée hypothalamique. On va voir tout ça ensemble juste après. Et en attendant, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute ou en me laissant votre avis sur Apple Podcast. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message ou même me laisser un commentaire sur le compte Instagram du podcast À votre pleine santé. Ça me permettra de lire vos retours et vous pouvez également me faire des suggestions d'épisodes sur des sujets auxquels je n'aurais peut-être pas forcément pensé. J'en serais ravie. Allez, dès maintenant, je vous laisse avec l'épisode, avec notre invité et puis je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Florence et bienvenue sur le podcast pour nous parler d'un grand sujet mais de quelque chose qui est très très peu connu au final. Donc je suis très honorée de t'accueillir ici. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup Marina de me donner du temps pour expliquer un peu pourquoi je suis ici aujourd'hui. Merci de m'avoir sur ton podcast. Donc, je m'appelle Florence Gillet, je suis belge et depuis 2018, je suis coach en psychologie alimentaire. Donc, je travaille vraiment sur ce lien entre l'alimentation et le mental. Et aussi toutes les questions d'insatisfaction corporelle. Je suis devenue coach parce que en fait, j'ai créé le type de service dont j'avais eu besoin moi-même. J'ai passé 10 ans à être vraiment dans des troubles du comportement alimentaire. Et le reste de ma vie, je vais dire jusqu'à 35 ans, où j'étais toujours un petit peu pas bien dans mes baskets. Beaucoup de perfectionnisme, d'estime de soi, ce genre de choses. Et donc, quand j'en suis finalement sortie, j'avais fait un gros travail sur moi-même. J'ai voulu changer de métier. J'avais travaillé dans la com avant et aujourd'hui, donc c'est comme ça que depuis 2018, je suis coach. D'accord, merci beaucoup pour cette explication sur ton parcours. Et c'est vrai que ça rejoint beaucoup de thérapeutes souvent, parce que moi je sais que c'est pareil, cette histoire de créer au final le service ou l'offre qui répond à un besoin qu'on aurait eu auparavant, quoi. Donc c'est super, parce que ça permet de mettre justement ton expérience au service des personnes. Et donc aujourd'hui, tu voulais aborder un sujet qui est quand même très particulier, parce que même moi, en toute honnêteté, je ne connaissais pas beaucoup, à savoir l'aménorrhée hypothalamique. Et donc, l'objectif ici est d'expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent ce que c'est exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, qui sont les personnes concernées et qu'est-ce qui peut amener, quelles peuvent être les causes en fait de cette problématique-là? Bien sûr. Donc c'est un nom un petit peu à dormir dehors, l'aménorrhée hypothalamique, mais quelque part quand on le décortique, ça explique très très bien de quoi il s'agit. Donc l'aménorrhée, on parle ici de quelque chose qui touche les personnes qui ont un utérus, qu'elles se reconnaissent comme femmes ou pas. Donc l'aménorrhée, c'est l'absence de cycle menstruel régulier pendant 3 mois au moins.
On peut se retrouver en aménorrhée pour toutes sortes de raisons différentes. La plus grande raison d'aménorrhée pour une femme qui est en âge d'avoir des cycles menstruels réguliers, c'est la grossesse. On passe 9 mois sans avoir de règles. Et ici, l'autre terme définit en fait la cause de cette absence de cycle menstruel qui est due en fait à l'hypothalamus, qui est une petite glande qu'on a dans le cerveau, qui est en fait un peu comme un centre de contrôle qui va recevoir des informations de notre corps et qui va ensuite envoyer en fait des commandes au corps, aux organes, aux hormones pour répondre aux besoins. Et donc, ce qui se passe quand on est en aménorrhée hypothalamique, qu'on appelle parfois aussi aménorrhée hypophysaire, parce qu'en fait, l'hypothalamus envoie des ordres d'abord à l'hypophyse qui ensuite envoie aux organes reproducteurs. Ça peut aussi s'appeler l'hypogonadisme hypogonadotrope. Donc, si vous avez eu un diagnostic de hypogonadisme hypogonadotrope, c'est la même chose. C'est juste un autre nom, encore plus emberlificoté. L'idée, c'est qu'en fait, l'hypothalamus, en tant que centre de contrôle, comme il gère autant les signes d'appétit et de satiété que justement les organes de reproduction et le lien avec combien de montants de masse graisseuse on a dans le corps, etc. En fait, il reçoit des signaux qui lui annoncent « Attention, il n'y a pas assez d'énergie disponible dans le corps pour pouvoir avoir une grossesse potentielle. » Donc, dans ces cas-là, le corps se met en mode survie et décide d'arrêter les ovulations. Et donc, quand on n'a pas d'ovulation, typiquement, on n'a pas de cycle menstruel derrière non plus. Donc, ça peut littéralement arriver à n'importe qui a un utérus, à n'importe quel poids. C'est très important de le mentionner parce que pendant longtemps, on s'est dit que cette aménorrhée-là, elle était réservée aux gens qui étaient dans un sous-poids sévère. Des personnes dans une anorexie très restrictive qui auraient perdu énormément de poids, des athlètes qui font énormément de sport et ont perdu du poids aussi. C'est pas le cas en fait. Ça peut arriver en tout cas de déficit d'énergie. Donc, on peut parfois être dans un corps qui est jugé en surpoids. J'utilise des guillemets parce que c'est quoi la norme en fait? Il y a une diversité corporelle qui existe et moi, je ne travaille pas du tout sur base du poids. Mais ça peut arriver vraiment à quiconque qui a un utérus. Et évidemment, le premier facteur qui influence à qui ça arrive, c'est la génétique, auquel on ne peut rien. Moi, j'ai connu l'aménorrhée hypothalamique quand j'avais 29 ans. Et j'étais pas forcément dans un corps qui était hors norme en termes d'être vraiment émacié ou très très maigre, mais j'étais à un stade où ça suffisait pour mon corps, pour mon niveau nécessaire pour dire en fait le corps est en mode survie, on n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner les hormones de reproduction. Et donc les 3 autres grands facteurs qui vont influencer le fait de tomber en aménorrhée hypothalamique ou pas, c'est comment on s'alimente, comment on bouge, est-ce qu'on fait énormément d'activités physiques très intenses, et aussi en fait quel stress on va avoir et comment on va gérer ce stress en fait. Si on est constamment angoissé, stressé, ça aussi ça a un effet sur notre corps et ça peut aussi induire le fait que l'hypothalamus mette le corps en veille. Donc quand l'hypothalamus fait ça, c'est pour notre bien en fait. C'est parce qu'il se dit attention, famine, on va pas survivre, donc on arrête les fonctions les plus énergivores. Avoir un bébé, évidemment, c'est une fonction qui demande énormément d'énergie. Et donc, comme le corps n'a pas assez d'énergie disponible, en fait, il se dit on va simplement conserver le peu d'énergie disponible pour faire fonctionner le cœur, les poumons, le cerveau, des choses comme ça. Et on ne va pas aller vers des choses qui sont considérées non essentielles à la survie. Donc, non essentielles à la survie, c'est la fonction de reproduction, mais c'est aussi, par exemple, la température du corps.
Et donc, beaucoup de jeunes femmes qui sont en aménorrhée hypothalamique ont tout le temps froid, parce qu'en fait, on laisse le thermostat sur très bas, on n'a pas de quoi se chauffer, on n'a pas assez d'énergie pour se chauffer. On est un peu dans une crise, d'énergie, donc on comprend bien de quoi je parle quand je parle de ça. On a tendance à mettre le thermostat plus bas simplement parce qu'on a besoin d'énergie ailleurs que dans le fait simplement de générer, une température confortable pour le corps. Est-ce que ça répond un peu à tes questions, Marina? Oui, complètement. Et j'aurais bien aimé savoir s'il y a d'autres symptômes que l'aménorrhée à proprement parler, parce que tu vois, dans ce que tu me dis là, je me dis que certaines femmes, par exemple, qui sont en hypothyroïdie, qui est justement un épuisement aussi du corps, pourraient potentiellement se retrouver dans ce genre de soucis. Et tu m'avais aussi expliqué que souvent, on peut diagnostiquer aussi ces femmes-là comme ayant un SOPK, alors qu'au final, c'est peut-être justement cette aménorrhée hypothalamique. Donc voilà, si tu peux peut-être nous partager peut-être d'autres symptômes, s'il en existe, en plus de l'aménorrhée à proprement parler, et si effectivement on peut les voir dans certaines pathologies en combinaison, ou même si on peut les diagnostiquer pas forcément correctement justement, alors que c'est bien cette aménorrhée hypothalamique. Absolument. Donc, c'est un diagnostic qui est pas toujours simple à placer, l'aménorrhée hypothalamique parce que justement, il y a beaucoup de signaux et de symptômes qui peuvent ressembler à d'autres problèmes de fertilité, de reproduction. L'hypothyroïdie dont tu parles, évidemment, on peut aussi avoir perdu des règles simplement à cause d'une hypothyroïdie ou d'une hyperthyroïdie. Par ailleurs, des problèmes de thyroïde à eux-mêmes peuvent causer l'arrêt des règles et des cycles menstruels. Donc, ça va être super important de faire un bilan complet pour pouvoir comprendre en fait si déjà la thyroïde galère, forcément on va peut-être commencer par là et ensuite on regardera le reste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent les jeunes femmes qui sont en aménorrhée hypothalamique, elles sont un peu à la limite de l'hypothyroïdie en fait. Donc on les diagnostique pas à 100% dans une hypothyroïdie, mais les médecins vont dire il y a aussi une thyroïde assez basse, donc potentiellement ça peut jouer un rôle. Mais souvent la thyroïde basse chez des personnes en aménorrhée hypothalamique, c'est parce que leur métabolisme est vraiment en train de souffrir en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire fonctionner le corps, on ne reçoit pas assez d'alimentation, on fait trop de sport, on élimine trop. Donc c'est vrai que c'est un diagnostic qui est pas simple. Et alors la grande confusion, en effet, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi ? Parce que les 3 symptômes principaux pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques, c'est les règles irrégulières ou l'absence de règles. Donc TIC, on a la même chose en aménorrhée hypothalamique. La deuxième chose, c'est l'aspect polykystique des ovaires. Et ça, quand on est en aménorrhée hypothalamique, on a des ovaires qui peuvent sembler d'apparence polykystique. Alors, ce n'est pas la même chose parce qu'en SOPK, on a des ovaires qui sont un petit peu élargis et des kystes qui sont un petit peu plus larges aussi, mais ça se joue à quelques millimètres. Il faut que le spécialiste qui fasse votre échographie soit vraiment à l'aise de savoir la différence. Parce que ce qui se passe en aménorrhée hypothalamique, comme on n'ovule pas, on a plein de petits follicules dans les ovaires qui attendent d'être libérés en fait. Et donc parfois, certains praticiens, quand ils vont faire l'échographie, vont dire « Ah, mais vous avez des ovaires d'apparence polykystique, boum, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques ». Le 3e symptôme des ovaires polykystiques, c'est le fait d'avoir une hyperandrogénie. Trop d'hormones mâles, principalement la testostérone, mais il y a un certain nombre d'autres hormones qu'on regarde dans le monde médical aussi, qui nous montrent que voilà, on a trop d'hormones au labo, ou alors c'est des symptômes qui vont se voir sur la personne, c'est-à-dire de la pilosité, là on n'en veut pas, une acné assez importante qui résiste aux médicaments traditionnels et aux solutions contre l'acné. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Le seul truc qui n'est pas partagé par les 2 situations, c'est l'hyperandrogénie. Et donc, comme on dit qu'on peut diagnostiquer un SOPK avec au moins 2 des 3 facteurs, parfois, il y a des jeunes femmes qui arrivent en disant « mais je pensais que j'avais un SOPK » et en fait, c'était une aménorrhée hypothalamique. Donc, c'est très important d'avoir le bon diagnostic. Et malheureusement, parfois, les médecins eux-mêmes galèrent parce que ils connaissent pas forcément l'aménorrhée hypothalamique aussi bien que le syndrome des ovaires polykystiques.
Et le gros souci, c'est surtout que la recommandation en cas de syndrome des ovaires polykystiques pour guérir ou pour gérer ce syndrome est complètement différente de celle pour guérir et gérer l'aménorrhée hypothalamique. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'il est important de faire. Il va falloir faire un test hormonal, il va falloir faire une échographie vaginale en fait, pour voir l'état des ovaires, etc. Parfois, on recommande aussi une IRM du cerveau pour vérifier qu'il n'y ait pas une petite tumeur à l'hypophyse. Souvent, c'est des tumeurs bénignes, mais qui peuvent aussi bloquer le cycle menstruel. Et puis, il faut que le médecin pose les questions. Il faut que le médecin comprenne et prenne en cause ces facteurs aussi, l'alimentation, le sport, le stress. Est-ce que vous avez changé votre mode de vie récemment? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que ne pas faire votre séance de sport est vraiment anxiogène? Est-ce que vous avez traversé beaucoup de stress? On peut parfois perdre les règles pour quelques mois quand on traverse des périodes difficiles émotionnellement. Mais là, l'idée, c'est plutôt des jeunes femmes qui ont vraiment perdu leurs règles sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, c'est vraiment à la discrétion du praticien, en fait, qui va pouvoir reconnaître la différence. Mais j'offre aussi des petites séances de 30 minutes pour faire le point, parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui sont dans une errance médicale, en fait, et qui savent pas. Et donc, je dirais que moi, comme j'ai vu énormément de tests hormonaux, etc., je suis évidemment pas habilitée à diagnostiquer puisque je ne suis pas médecin. Mais ce que je leur demande, c'est voilà, qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce qu'on peut aller au bout des choses et qu'est-ce qu'on peut demander au médecin pour vraiment s'assurer qu'on est dans le bon diagnostic. D'accord. Et donc là, si tu pourrais nous faire un court résumé juste pour les symptômes cliniques pour que les personnes puissent s'y retrouver assez facilement dans cette liste. Ben, typiquement, c'est vraiment l'absence de cycle menstruel, des hormones. Donc, quand on fait un test hormonal, c'est des hormones qui sont dans la moyenne basse, voire sous la moyenne. Donc, typiquement, c'est LH, FSH qui sont très basses. On va évidemment avoir aussi des niveaux d'estrogène et de progestérone très bas puisqu'on n'ovule pas. Donc, toutes les hormones un peu sont comme à l'arrêt, quoi. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Après, il y a des symptômes physiques de justement avoir froid tout le temps. Souvent, on a parfois l'envie d'aller uriner tout le temps parce qu'en fait, quand on ne produit pas d'estrogène en suffisance, ben, la paroi de la vessie s'affine un petit peu et donc on a plus cette sensation d'avoir envie d'aller faire pipi tout le temps. Mais par contre, ces symptômes-là, ça dépend de chaque personne. On n'a pas toutes ces symptômes-là. Par exemple, moi, j'avais de l'acné. Mais en fait, pareil, c'était pas un SOPK non plus, donc ça c'était un peu compliqué. Il y a vraiment plutôt des sensations aussi, une grande anxiété autour de l'alimentation, du sport, de la prise de poids, devoir changer son poids, ce genre de choses. Mais des symptômes cliniques, c'est vraiment seulement l'arrêt des cycles menstruels qui sont vraiment les symptômes qu'on va prendre en compte en tant que diagnostic médical en fait. Et puis évidemment les hormones au labo, l'apparence des ovaires, ce genre de choses et qui coïncident en fait avec le style de vie de la patiente. Ok, et donc tu disais au début qu'il y avait une fatigue, donc est-ce que c'est cette fatigue qui est ressentie ou tu as déjà vu des personnes qui ne se sentaient pas spécialement fatiguées et qui pourtant étaient quand même touchées? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette situation de survie du corps, où en fait on s'impose de manger très peu, de faire beaucoup de sport, etc., on ne le voit pas forcément, hein. On n'est pas forcément consciente de cette situation-là. On a même parfois l'impression qu'on fait tout ce qui est bien pour être en bonne santé, hein, parce qu'on nous dit mangez, bougez, mangez pas gras, mangez pas sucré, bougez plus, etc. Mais c'est comme pour tout, pour certaines, on en fait un peu trop. Et du coup, ça fonctionne pas aussi bien que chez d'autres personnes. Cette fatigue-là, elle apparaît pas forcément chez tout le monde. Simplement parce que parfois, quand le corps est en mode survie, il dégage un certain nombre d'hormones de stress pour nous maintenir en fait en vie.
Et du coup, il y a des personnes qui en aménorrhée hypothalamique ont la sensation d'avoir plein d'énergie, d'être tout le temps partante pour faire plein de trucs, de pas ressentir la fatigue. Mais le problème, c'est qu'elles sont du coup dans des niveaux de stress très élevés de manière chronique. Et donc, il y a toujours un moment où en fait, ça finit par se casser la figure. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir se fier aux sensations de fatigue, comme on peut pas non plus se fier aux sensations de faim. C'est-à-dire que chez les personnes en aménorrhée hypothalamique, comme elles se sont imposées une certaine routine, pour peu qu'elles soient dans cette routine depuis plusieurs mois, elles ressentent plus forcément la faim. Donc, même si leur corps envoie des signaux en disant on n'a pas assez à manger, elles se disent mais moi je mange à ma faim, j'ai pas particulièrement faim en fait. Donc, la question des sensations, elle n'est pas suffisante pour vraiment poser le diagnostic. D'accord, ça marche. Bah écoute, ouais, merci, c'est bien de savoir qu'au final, même quand on n'est pas fatigué, effectivement, il peut y avoir quand même cette problématique. Donc ça, c'est super intéressant de le savoir. Et justement, parce que le sujet, c'est quand même qu'il y a une absence de règles. Et est-ce que tu peux nous rappeler, eh bien, la nécessité d'avoir un cycle régulier, bah, pour la santé de manière globale chez les femmes? Parce que effectivement, on peut penser que c'est uniquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour la reproduction. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent grâce au cycle. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ben, la santé des femmes, elle peut pas exister sans un cycle menstruel plus ou moins régulier en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on ovule, c'est surtout l'ovulation qui est au centre du cycle hein, en fait. Mais ici, on parle de l'absence de règles parce que c'est ça le signe qu'on n'ovule pas. Et malheureusement, on n'apprend pas aux jeunes filles en fait à reconnaître leurs ovulations. C'est très important d'être sûr qu'on ovule tous les mois. Et c'est quelque chose moi que j'apprends à mes coachées après qu'elles retrouvent leur cycle en disant il faut vraiment t'assurer que l'ovulation arrive de manière régulière et que tout se passe bien. Parce que quand on ovule, en fait, le corps libère une vingtaine d'hormones qui vont avoir des effets sur d'autres choses que la reproduction. L'effet principal de l'absence de règles, c'est les problèmes de densité osseuse. Quand on n'a pas de règles pendant un certain temps, notre densité osseuse diminue. Et le problème avec ça, c'est qu'on est à risque de développer de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose précoce. Vivre de l'ostéoporose de manière précoce, c'est terrible parce qu'en fait, on peut se casser une jambe en marchant, en ratant une petite marche. Enfin, c'est pas des choses terribles qui doivent nous arriver pour se casser des membres. Et donc, on peut devenir très handicapé par une ostéoporose précoce. Le deuxième effet des hormones liées à l'ovulation sur la santé des femmes, c'est sur leur santé cardiaque. Donc, quand les femmes arrivent à la ménopause, par exemple, on a tendance à leur donner des suppléments hormonaux d'estrogène pour protéger leur santé cardiaque, en fait, parce qu'elles sont tout de suite beaucoup plus sujettes à des crises cardiaques quand leur taux d'estrogène descend à la ménopause. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en aménorrhée hypothalamique, ben, vous produisez très peu d'estrogène. Donc immédiatement, votre risque cardiaque augmente et on ne le sent pas tout de suite, mais ça peut en fait causer des soucis à moyen et à long terme. Et le troisième effet, c'est sur la santé des neurones du cerveau. Donc là aussi, on pense que le fait de ne pas avoir assez d'hormones type estrogène, mais aussi celles qui sont liées à l'ovulation, alors qu'on est en âge d'avoir des cycles menstruels réguliers, cause potentiellement des démences précoces. Donc de l'Alzheimer précoce, ce genre de choses. Ce qui est aussi, enfin, je veux dire, même si aujourd'hui on se dit, bon, ben, j'ai pas mes règles, je m'en fous, quelque part ça me débarrasse, on n'a pas envie de vivre grabataire à 50 ans, quoi. Donc c'est surtout sur ces trois points-là. Mais je vais dire aussi, souvent, les personnes en aménorrhée hypothalamique, ce sont des personnes qui ont une relation troublée à l'alimentation et qui ont des symptômes très proches de troubles du comportement alimentaire, type anorexie, orthorexie, boulimie, hyperphagie. Et c'est là où c'est compliqué en fait parce qu'elles ont aussi beaucoup de difficultés mentales autour de la nourriture, du corps, du sport, du poids. Et ben, ça pourrit la vie aussi. Ces choses-là. Ça nous empêche de vivre notre vie à 100%, ça bloque nos relations interpersonnelles. C'est vraiment important de répondre à ce problème et d'essayer de faire de son mieux pour en sortir.
Oui, bah, parce que justement, c'est un réel problème en plus déjà de santé mentale et après forcément de santé physique parce que l'un et l'autre vont ensemble et surtout dans le cas des TCA où il y a des symptômes au final sur les deux la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est important de faire attention à ça. Et justement, selon toi, elle vient d'où cette envie, cette nécessité pour certaines femmes de venir restreindre leur alimentation, leurs différents apports alimentaires et de bouger plus que nécessaire parce qu'il y a un juste milieu entre la sédentarité et faire, je sais pas, 3 heures de sport tous les jours pour, voilà, quand tu le dis, quand on a peur de prendre du poids ou pour d'autres raisons. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que les personnes en aménorrhée hypothalamique, elles font pas forcément 3 heures de sport par jour. Donc, il y a une synergie des facteurs. Donc, l'alimentation, le sport, le stress fonctionnent en synergie. C'est-à-dire que si quelqu'un descend un peu son apport calorique en se disant je vais manger un petit peu moins parce que j'ai envie de perdre un petit peu de poids, hein, ça peut arriver sans forcément partir dans un extrême, mais qu'en même temps, elle monte le temps passé à faire du sport et qu'en même temps, elle a énormément de stress dans son travail ou dans sa vie de famille, boum, les trois facteurs ensemble, même si peut-être on fait 30 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est pas forcément extrême, mais pour cette personne-là, avec le peu d'alimentation et le maximum de stress, bah, c'est déjà trop. Donc, pour moi, il y a différentes choses qui entrent en compte. Il y a définitivement certaines femmes qui tombent dans cette relation troublée à l'alimentation parce qu'elles cherchent le contrôle. On l'a vu beaucoup, beaucoup pendant la pandémie de Covid. Des jeunes femmes, en fait, qui se sont concentrées sur leur corps, le sport, l'alimentation, parce qu'elles ne pouvaient rien contrôler d'autre. Hein. On était dans un monde tout d'un coup complètement différent, incapable de sortir de chez soi, on ne pouvait pas voir nos potes, on pouvait plus voir nos familles, enfin c'était extrêmement anxiogène et donc elles sont tombées dans des habitudes simplement parce qu'elles se sont dit au moins je peux contrôler cette partie-là. Mais il y a aussi évidemment le problème des standards de beauté qui sont complètement irréalistes, inatteignables, qu'on nous rabâche sans arrêt. Toutes ces industries qui profitent de notre sentiment de pas être assez mince, jeune, belle, sexy, etc. Et une grossophobie ambiante assez forte. Et puis, définitivement, il y a une forme de sexisme, en fait, qui fait qu'on dit aux femmes que ce qui est le plus important chez elles, c'est leur apparence. Et comme on n'arrête pas d'associer que pour être jolie, il faut forcément être mince, en fait, on finit par l'enregistrer, quoi. Et parfois, l'aménorrhée se déclenche plus tard dans la vie. C'est pas forcément que des adolescentes qui se retrouvent dans cette situation-là. Mais souvent, on a entendu ce message répété, répété, répété par nos familles d'origine, par nos médecins, par les médias, par nos collègues, ce genre de choses. Et on finit par se dire, je vais me prendre en main, je vais perdre un peu de poids, je vais faire un peu de sport, je vais manger mieux, etc. Et parfois, c'est aussi anodin que ça, en fait. Donc pour moi, c'est pas, je veux pas du tout mettre toute la responsabilité sur la personne parce qu'il y a vraiment culturellement quelque chose qu'on doit faire aussi pour dire la santé des femmes, ça passe par le fait d'avoir un cycle menstruel. Et en fait, il y a une diversité corporelle. Donc, on va pas pouvoir faire en sorte que tout le monde soit sur tel IMC. Alors moi, j'aime pas du tout l'IMC. En plus, je suis en bagarre contre l'IMC parce que ça dit rien du tout de notre santé et de notre bien-être. Et on vise systématiquement des IMC qui sont un peu trop bas, en fait. Donc, est-ce que ça fait du sens un petit peu, cette idée je dirais, de toute la culture qui nous impose un certain nombre d'injonctions? Et nous, parfois, du coup, on se retrouve à se dire, si je mets tout ça en place, peut-être je vais me sentir mieux, peut-être je vais être plus acceptée, plus validée, plus heureuse, en contrôle de ma vie. Et quand on met le doigt dans l'engrenage, parfois c'est difficile d'en sortir. On commence avec un petit régime et puis en fait on en ressort avec parfois une anorexie, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est important de rappeler effectivement que il y a cette histoire d'injonction et alors après je sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais c'est vrai que là où l'IMC pose problème et aussi les tailles, au final les tailles, je pense aux tailles de vêtements, c'est que d'une femme à une autre, il y a l'ossature qui change. Moi, je sais par exemple que je vais avoir des épaules qui vont être plus carrées que la moyenne, ce qui fait que forcément, je vais avoir besoin souvent d'avoir un haut plus large que peut-être une fille du même poids que moi et la même corpulence, enfin voilà.
Pareil pour les hanches, en fait, tout ça va changer. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui, naturellement, avec tout, même les régimes du monde, vont avoir une charpente, entre guillemets, vraiment un squelette qui va faire en sorte que, bah, naturellement, ça sera des tailles plus larges, en fait. Donc c'est vrai que c'est là où c'est important d'avoir cette diversité corporelle. Là où je prends l'exemple des années 90-2000, c'est tout le temps le même type. Voilà, c'est les mannequins, quoi, très très fines, élancées, pas athlétiques au final, puisqu'il fallait vraiment que tout soit très fin, pas d'apparence musclée ou quoi que ce soit. Après, là où je nuancerais, c'est quand même que, parce que je sais que des fois, on peut dire que les personnes qui font un rappel que l'obésité est une maladie sont grossophobes, par exemple. Et donc, c'est pour ça, là, moi, en tout cas, je ramènerai la nuance sur le fait que aujourd'hui, on le sait, l'obésité est une maladie. Il y a énormément de facteurs. Par contre, il n'y a pas à faire culpabiliser qui que ce soit parce qu'il y a de très nombreux facteurs qui ne. Enfin, c'est pas juste tu manges moins et tu vas sortir de l'obésité. Si c'était le cas, je pense qu'il y aurait énormément de personnes qui ne seraient plus dans cette situation-là. Mais c'est effectivement important de rappeler la différence entre quelqu'un qui va vraiment être en obésité ou effectivement une accumulation de graisse, surtout en plus abdominale, peut engendrer de nombreux troubles de santé et comme tu le disais tout à l'heure, même la santé cardiovasculaire. Et voilà, sans pour autant mettre les personnes qui vont juste être d'apparence, voilà, qui vont être plus larges que la moyenne, mais parce qu'en fait, leur corps, il est fait comme ça et elles sont en forme comme ça. Et ça, effectivement, c'est des choses qui vont être différentes, tout comme au final, les personnes qui sont très très minces de nature. Et au final, on va pas les forcer à manger des tonnes et des tonnes, ce qui serait pas bon pour leur santé, juste pour avoir plus de forme ou ce genre de choses. Donc effectivement, c'est là où le besoin de rappeler qu'il y a cette diversité qui est normale et que chacune a un corps différent. C'est important de le rappeler. C'était juste ça où je voulais faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, j'entends tout à fait ton opinion. Moi, c'est vrai que je vois pas l'obésité comme une pathologie. Personnellement, je travaille selon un principe qui s'appelle la santé à toute taille en anglais. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans le monde anglophone puisque je suis bilingue. Et quand j'ai appris cette façon de voir les choses, ça m'a vraiment, ça m'a fait tilt en fait sur plein de problématiques différentes. Donc, je suis d'accord avec toi que évidemment bah, c'est comme pour tout, il y a certaines personnes qui pourraient potentiellement changer leurs habitudes pour aller vers une meilleure santé. Mais personnellement, j'attache pas ça forcément à un poids particulier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire par là, c'est plutôt bah, les personnes qui ont cette espèce de syndrome métabolique où en effet, elles commencent à avoir toutes sortes de difficultés de santé qu'on associe souvent au poids. Leur donner un énième régime pour perdre du poids va pas forcément être la réponse. Et c'est là où l'approche que j'utilise, donc cette idée de la santé à toute taille, elle privilégie plutôt d'avoir une bonne relation à l'alimentation, où on fait des choix qui sont équilibrés, mais où on se fait aussi plaisir, parce qu'on sait qu'en fait, au plus on est restreint, ben, au plus on finit par faire des crises d'hyperphagie, de boulimie. Et ça aussi, ça cause l'obésité. Donc, cette idée de, bon, bah, les gens sont gros, c'est aussi parce qu'en fait, on leur vend des régimes à répétition, et s'ils font régime depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, bah forcément, leur poids remonte un petit peu à chaque fois. Et ils peuvent aussi apprendre à bouger de manière qui est plus positive pour eux, à prendre soin de leur santé mentale. Il faut savoir que les personnes grosses, aujourd'hui, elles vivent une énorme discrimination tous les jours. Et donc, ça aussi, la discrimination, qu'elle soit raciste, sexiste, de taille, de handicap, etc., ça a un effet sur notre santé aussi. Les personnes grosses, aujourd'hui, elles ne sont pas payées pareil que des personnes minces, elles ne sont pas sélectionnées pour certains jobs, etc. Donc, cette discrimination-là, elle a aussi un effet sur leur santé. Donc, je suis quelque part d'accord avec ce que tu veux dire, mais moi, j'utilise pas le terme obésité. Je le reconnais pas comme une maladie. Et c'est vraiment une approche à laquelle je crois beaucoup. Maintenant, je pense que c'est très personnel. J'ai pas du tout, je vise pas à faire du prosélytisme, mais je pense en tout cas, on est d'accord sur des points très similaires. Mais c'est vrai que j'utilise pas forcément ça dans ma pratique en disant faites quand même attention de pas devenir obèse.
Parce que ce que je vois, c'est que les jeunes femmes que j'accompagne pour retrouver un cycle menstruel, quand elles s'écoutent et qu'elles mettent en place vraiment des choses pour avoir assez d'énergie dans leur corps, je peux te dire qu'il n'y a personne qui devient obèse derrière. Donc, je les encourage pas à simplement manger et pour se remplir. Ce qu'on fait, c'est rétablir un corps qui a suffisamment d'énergie pour fonctionner. Et souvent, elles se sont retrouvées dans une situation où, en fait, elles vivent avec un repas et demi par jour. Ce qui est complètement dingue, en fait. On ne peut pas fonctionner sur si peu d'énergie. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je viens de raconter? Complètement. Et en fait, moi, ça rejoint. En fait, je comprends. Je pense que c'est juste dans la manière de dire les choses qui va être Oui, différente. c'est sûr. Mais en fait, sur le fond, On est on est d'accord. complètement d'accord. Parce que, bah, déjà, effectivement, quelle que soit la santé, quelle que soit l'apparence, ça, il n'y a aucun sujet. Tout le monde mérite une bonne santé. C'est-à-dire qu'on va pas discriminer les gens. On va pas leur rajouter en plus un poids, cette fois-ci mental supplémentaire pour les faire culpabiliser, leur ajouter du stress, etc. Ça, je te rejoins, mais à 100%. Et même le fait de dire oui, il faut pas devenir obèse. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'il faut dire. C'est pas quelque chose. Effectivement, en plus, c'est assez discriminant, comme tu le dis. Parce que, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'obésité, selon moi en tout cas, après, si je dis que c'est une maladie, c'est tout simplement parce que l'OMS le définit comme Oui, oui, tel. tout à fait. Mais Oui, oui. après, dans le sens où, selon moi, et c'est là où moi je suis pas d'accord avec ce qu'on entend beaucoup sur l'obésité, surtout des fois quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux qui me font extrêmement mal au cœur, c'est toujours la même chose. Oui, bah, elle a qu'à manger moins, elle a qu'à faire ci, elle a qu'à faire ça. Non, Sauf que c'est pas aussi simple. ben oui, les personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'était juste ça le problème, mais Ah je ben, il y pense qu'il y aurait pas aurait pas de d'obèse. problème en fait. Bah oui, c'est ça. Les gens, ils sont Absolument. intelligents, ils sont pas. Voilà, en fait, des fois, c'est à croire Complètement. que c'est comme l'acné. Bah lave-toi le visage. Non, ça marche pas comme ça. La Non, vie, c'est pas comme ça. exact. Donc ouais, On franchement, est tout sur à ça, fait d'accord. je te rejoins complètement. Et après, effectivement, ça peut pousser en plus bah, soit à pousser vers un TCA, soit à justement le nourrir. Et effectivement, le but, et ça, tu as complètement raison, et c'est ce que je prône moi aussi, c'est de retrouver un rapport sain à l'alimentation, de ne pas être Exact. aussi dans l'orthorexie, parce qu'au final, au-delà même de la boulimie et de l'anorexie, bah, l'orthorexie qui fait juste je veux manger sain, que ce soit pour le poids ou pour la santé, c'est toujours le même problème. Mais du coup, ça provoque un stress énorme, une frustration et une angoisse permanente. Et c'était bah, justement l'objet de l'épisode qui est sorti aujourd'hui, où je rappelle tout ça, la nécessité de prendre en compte l'aspect mental, le plaisir, enfin toutes ces choses-là qui sont mais indispensables dans notre vie. Donc je te rejoins mais complètement là-dessus. Super. Et d'ailleurs, en parlant de l'Organisation mondiale de la santé, enfin, je veux dire, moi, j'utilise pas le terme obésité parce que je le trouve stigmatisant, en fait. C'est aussi pour ça que je l'utilise pas. Mais par contre, tu vois, il y a un truc dont on parle jamais et qui se niche dans ces facteurs qui causent aussi des différences de poids, c'est les déterminants sociaux de la santé, en fait. Et ça, l'OMS en parle beaucoup. Pourtant, personne n'en parle nulle part, jamais. Même les médecins se posent pas forcément ces questions. C'est en fait dans quel environnement social on évolue. Si on vient d'un HLM où on a deux parents qui bossent 4 jobs différents et qui sont pas là et tout ce qu'on peut faire c'est des raviolis en boîte chez nous et qu'il y a de la mérule au mur et qu'on peut pas aller courir à l'extérieur parce qu'on risque de se faire couper la gorge dans la rue, bah forcément ça va être plus compliqué d'être en bonne santé et d'avoir des pratiques saines que si on est dans un super beau quartier avec un grand jardin, avec une maman qui vous cuisine des trucs bio toute la journée. Voilà, donc je pense que ces déterminants sociaux aussi, c'est un des facteurs dont j'aime bien parler parce qu'en général, les gens n'en ont pas entendu parler. On est vraiment persuadé que c'est une question de volonté et que il faut mieux manger, mieux bouger. Et en fait, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte. Donc, je suis ravie d'entendre que tu es d'accord avec moi là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on en parle plus et qu'on arrête aussi de stigmatiser les gens qui sont dans des corps gros, en fait. Et qu'on utilise le terme gros. Moi, je suis en faveur, je suis pas dans le verbe être, mais dans le verbe suivre, les activistes anti-grossophobie, en fait. Moi, je ne vis pas dans un corps gros, mais ce qu'elles disent, c'est on doit se réapproprier le terme gros. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on dit on n'utilise pas forcément le terme obésité parce qu'on dit bah, je suis grosse. Et comme moi, je suis très grande, par exemple, bah, c'est pas stigmatisé de dire je suis grande. Pourquoi est-ce que ce serait stigmatisé de dire je suis grosse? Donc, c'est un peu là l'utilisation du terme. Et je te remercie en tout cas de me donner l'opportunité d'expliquer un peu ma façon de voir les choses.
Bah, c'est normal et c'est avec plaisir et effectivement cette histoire de facteurs parce que même, au-delà de l'environnement et encore parce qu'il y a pas longtemps justement j'ai lu une étude qui était très intéressante sur l'aspect social, qui expliquait comment en fonction effectivement de ton environnement social, aussi de beaucoup de choses, mais tu allais plus facilement manger, sainement, avoir une alimentation qui va être avec des produits, de qualité, qui vont être sains et cetera et à contrario, selon certains types de facteurs environnementaux et sociaux, tu vas te diriger vers une alimentation qui va être type fast-food, en fait, tout ce qui va être en général moins cher et à bas prix. Donc il y a ça, et même, je vais pousser le truc plus loin, et ça on le sait pourtant, mais beaucoup n'en parlent pas spécialement quand on parle de ça. Ça va être le microbiote. On sait aujourd'hui qu'une flore spécifique qui va avoir telle souche spécifique en surnombre ou en déficience, en fait, va être un facteur déterminant sur justement l'enveloppe corporelle, donc que ce soit justement le fait d'avoir du mal à prendre du poids ou du mal à perdre du poids et même d'autres choses, hein, ça va sur toutes les pathologies au final, développer de l'anxiété, la dépression, enfin voilà. Et donc c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que comme je le disais tout à l'heure et tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas en fait, qu'on ne peut pas contrôler au final et qu'il faut, très souvent, bah, se faire, aider quand c'est possible et après il y a des facteurs où malheureusement c'est difficile, comme tu viens de l'expliquer là, quand tu as pas les moyens, tu es dans une situation très précise où enfin, c'est difficile, quoi. Donc ouais, c'était très bien, je pense, de refaire ce rappel et cette parenthèse pour, remettre les choses, dans leur contexte et voilà, effectivement faire comprendre un petit peu plus tout ça. Hem Et du coup, selon toi, donc tu nous as parlé un petit peu des facteurs de l'aménorrhée hypothalamique. Donc tu nous disais effectivement, c'était au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et du stress. Est-ce que tu peux, nous donner peut-être d'autres causes spécifiques? Justement, l'alimentation, ça va être quoi au-delà de ce qu'on a vu là, tu vois? Mais qu'est-ce qui peut justement, on va dire provoquer ou même, faire le petit élément déclencheur, d'une aménorrhée hypothalamique? Le cœur de l'aménorrhée hypothalamique, c'est le déficit d'énergie. Donc c'est pour ça que je parlais de synergie avant, c'est que, bah, on peut être en déficit d'énergie en mangeant, quasiment normalement, mais en faisant énormément de sport, comme on peut être en déficit d'énergie en mangeant, 1 pomme par jour et en faisant pas du tout de sport, par exemple. Donc le nerf de la guerre, il est là et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est important de répéter que l'aménorrhée hypothalamique peut arriver à toute taille parce que, le déficit d'énergie, en général, c'est le grand dispositif, des méthodes pour perdre du poids. Et donc, il y a des jeunes femmes qui arrivent chez moi, qui ont perdu, 10, 15, 20 kilogrammes, qui venaient d'un corps, qu'on jugeait entre guillemets «en surpoids», qui font ce travail pour être en meilleure santé et qui se retrouvent dans un corps qui n'a plus de cycle menstruel. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, si les gens veulent retenir une chose par rapport à vraiment, la cause, le centre, du problème, c'est ce déficit d'énergie. En sachant qu'il est influencé autant par l'alimentation que par l'activité physique et que par le stress aussi, parce que quand on stresse, ben, quelque part, on dépense aussi de l'énergie un peu inutile, sur ces trucs-là. Donc, je veux dire, moi, je m'étais mise à la course à pied, mais je courais 3 fois par semaine. Ça me semblait pas être complètement fou de faire ça. Mais comme j'avais mis cette routine en place en même temps que le fait de manger moins, de descendre mes apports alimentaires, ben boum, c'était assez facile à déclencher. Après, il y a des jeunes femmes qui sont dans un corps génétiquement qui va maintenir des cycles menstruels, un déficit d'énergie très important. Donc là, on n'est pas toutes égales devant cette génétique, mais quelque part, c'est vraiment ce déficit qui va être au centre des préoccupations et qu'on va devoir adresser en fait pour pouvoir sortir de l'aménorrhée hypothalamique, puisque on l'a dit précédemment, ça va être important de retrouver des cycles menstruels pour avoir une santé optimale. On peut manger hyper sainement, on peut faire plein de sports. Si on n'a pas de règles, en fait, on n'est pas en bonne santé. D'accord. Et justement, comme, toi, tu t'en es sortie, donc j'imagine que c'est réversible. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment tu t'en es sortie? Comment on se sort au final de cette aménorrhée hypothalamique? Donc, il y a une méthode qui a été développée par une chercheuse américaine qui s'appelle Nicola Sykes,
Donc moi, j'ai eu la chance, vraiment, c'est la providence de rencontrer son chemin, en ligne en 2009. Je cherchais des informations, j'avais eu un diagnostic, je suis sortie avec ce diagnostic, je comprenais pas du tout de quoi il s'agissait, j'avais jamais entendu parler de ce truc et quand j'ai, mis ça dans mon moteur de recherche, je suis tombée sur Nicola Sykes. Alors, elle avait un petit blog sur le sujet et elle-même était sortie de l'aménorrhée hypothalamique et avait compris un petit peu ce qui avait causé ça parce qu'elle-même avait un doctorat et donc elle s'intéressait un petit peu à tout ça. Et c'est grâce à elle que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Alors, en soi, c'est pas très très compliqué. Il faut sortir du déficit d'énergie, c'est-à-dire s'alimenter mieux, plus souvent, plus diversifié, etc. Tout ça, ça va avoir un impact sur la réponse de l'hypothalamus. Il faut faire un petit peu moins de sport ou changer ce qu'on fait comme sport. Tous les sports à très haute intensité, du type course à pied, crossfit, HIIT, ce genre de choses, ça va pas être l'idéal quand on est en aménorrhée hypothalamique et qu'on essaye d'en sortir. Il faut gérer son stress. Il y a certaines personnes qui vont me dire mais moi je suis pas stressée, mais qui sont dans une angoisse de prendre le moindre gramme. Donc ce stress-là, autour de l'image corporelle, il a un effet aussi. Et donc les vrais changements, il n'y a pas de solution médicamenteuse en fait à ce problème. Il va vraiment falloir changer un peu de style de vie. D'une manière qui est peut-être contre-intuitive, parce que dans la culture, on nous dit tout le temps, il faut manger sainement, il faut faire du sport, etc. Et nous, on est un peu censé faire l'inverse pour en sortir. Donc moi, je m'en suis sortie en 2010, j'ai retrouvé mon cycle. En mangeant plus régulièrement, plus diversifié. J'ai réintroduit tout un tas de choses que je ne mangeais plus à l'époque. Et puis, j'ai largement calmé le sport. Donc, je suis allée plutôt vers des choses douces, un peu de marche, un peu de yoga, un peu de pilates, des choses vraiment tranquilles pour laisser à mon corps la possibilité de récupérer, en fait, parce que vous êtes dans un corps qui juste doit en faire trop. Mais à l'époque, j'ai fait zéro travail sur ma santé mentale. Et j'ai pas du tout déconstruit pourquoi je voulais à tout prix être mince. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des enfants, naturellement, que je remercierai jamais assez Nicola Sykes pour ça, parce que j'ai pu être maman naturellement, ce qui me semblait impossible à l'époque. Mais une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai rechuté et j'ai fait de l'orthorexie derrière. Et donc, j'ai pas reperdu mes cycles complètement, mais ça commençait à de nouveau. Je commençais à avoir des signes que les cycles s'allongeaient, etc. Pendant ce temps-là, Nicola Sykes, elle a écrit un livre sur sa méthode, ce qui se passe en aménorrhée, etc. Et ce livre, aujourd'hui, je l'ai traduit en français avec l'aide d'une traductrice. Et donc, il est à disposition. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui pensent être concernées, le livre est très complet. Il s'appelle « Je n'ai plus mes règles ». Donc, c'est pas très compliqué à retenir. Et il parle de, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans le bon diagnostic ? Comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Et il parle aussi de toutes les difficultés mentales qui vont accompagner la guérison, parce que c'est souvent ça le plus difficile, c'est de dire je vais manger plus, je vais moins faire de sport, donc je vais prendre du poids, donc mon corps va changer. Et c'est ça qui est très angoissant pour ces jeunes femmes qui font ce travail. Donc moi, dans mon travail de coach, outre le fait que j'ai mis à disposition ce livre en français, ce qui me semblait important, parce qu'en français, il n'y avait pas d'informations sur ce genre de choses, je les accompagne en coaching aussi. Et là, c'est plutôt justement ce travail sur comment je vois mon corps, comment je me définis. Je suis plus qu'un corps, je suis plus qu'une apparence. Et comment je vais rétablir une confiance en moi plus élevée en dehors de simplement ma minceur, mon apparence, ce que je mange, comment je bouge, etc. Et c'est là où c'est parfois plus compliqué en guérison. Et ça, c'est un stress qui reste donc permanent, c'est une peur qui est chronique. Et en plus, là, je vais plus loin, mais ça, c'est mon côté en psychosomatique et aussi la partie médecine chinoise. Mais la peur chronique, l'anxiété, ça agit sur les reins. Les reins en médecine chinoise, c'est là où il y a la fertilité, là où il y a l'énergie vitale et justement les glandes surrénales et toute la partie clairement qui va être liée à, en fait, à l'énergie du corps qui va être redistribuée partout, en fait. Donc, c'est un cercle vicieux. Oui. Et effectivement, je pense que, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui naissent
par des soucis mentaux ou qui sont aggravés ou on ne peut pas se défaire à cause de soucis mentaux. Donc c'est super important d'agir là-dessus. Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de... Alors je pense pas que ce soit le fait de manger sainement dans la vraie définition du terme sain qui pose problème, parce que selon moi, manger sainement, c'est combler les besoins physiologiques et mentaux de la personne. Oui, Ça, c'est la vraie définition. on est Alors que d'accord. pour beaucoup, sainement, c'est faire un régime et manger du poisson vapeur et des haricots verts, quoi. Donc, et aussi, je pense qu'il y a une problématique, c'est ce gros, je sais pas, pour moi, je trouve que c'est un amalgame, c'est de dire à chaque fois, les femmes doivent toujours manger moins que les hommes. Et ça, je sais pas d'où ça sort. Moi, je sais par exemple que j'ai plus d'appétit et je mangeais plus que mon mari, par exemple. Et heureusement que je suis quelqu'un qui est quand même suffisamment confiance en moi et je sais que j'ai toujours eu un métabolisme comme ça parce que dans ma famille, j'ai toujours mangé limite comme les hommes en fait de chez moi, quoi. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'esprit qui bougeait beaucoup. J'étais tout le temps, voilà, je donne mon énergie, donne beaucoup d'énergie. Donc, ce qui paraît logique au final. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette culpabilité de l'idée qu'une femme, elle doit manger. Faut qu'elle mange pas beaucoup, sinon voilà l'histoire de la femme qui prend une salade au restaurant. Laisse-moi avec mon burger, même si c'est végétarien, mais laisse-moi avec mon burger, s'il te plaît. Mais et ça, c'est important parce que du coup, moi, j'ai connu ce souci pour des raisons, par exemple, que je n'ai pas contrôlées, parce que des fois, c'est aussi suite à des problèmes de burn-out et de dépression. Moi, je sais que c'est suite à ça, où tu n'as plus Oui, d'appétit, et du coup, moi, je sais que je devais être pendant 1 an, 2 ans, je devais être à 500 calories par jour, ce qui est genre... Mais enfin, personne ne peut tenir comme ça. Après, moi, je n'ai pas eu de soucis de cycle, heureusement. Mais voilà, il y a plein de causes qui peuvent faire qu'on a cette perte d'appétit. Et en fait, ce que tu m'expliquais là, je sais pas si ça fait sens pour toi, mais c'est vrai que je pense que le principe de tu sais, de la reverse diet peut être intéressante chez les personnes qui ont du mal à s'alimenter en ajoutant un peu plus, un peu plus chaque jour, de manger plus, comme tu as dit. Donc, on n'est pas, enfin, il n'y a pas besoin de. Enfin, pour moi, c'est pas juste manger et de manger que du fast-food tous les jours, par exemple, c'est pas comme non, non, ça. non, pas Mais du tout. effectivement, d'apporter les vrais besoins et de manger plus. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui ne s'alimentent pas assez au final. Et c'est souvent celles-ci qui ont du mal à perdre le poids qu'elles aimeraient perdre, mais parce qu'en fait, leur corps, il n'a pas suffisamment d'énergie. Donc il va dire, Il mais a pas pourquoi tu veux assez, que je il perde retient alors que tout. tu me donnes pas assez? Exact. Et ça vient. Il s'accroche Mais à c'est tout. ça. Et le Ouais. problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas entendre partout, oui, pour perdre du poids, il faut un déficit énergétique. Ok, c'est bien, mais sauf que ton déficit énergétique, si une personne qui est déjà en déficit énergétique, tu fais quoi? Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans notre société et qui font que maintenir toutes ces problématiques. Donc, et de se dire, bah oui, pour peut-être perdre le peu de poids peut-être que tu souhaites perdre pour te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps, bah il va peut-être falloir manger plus. Et peut-être arrêter ton HIIT et au contraire faire, comme tu le disais tout à l'heure, et je rebondis dessus, la marche, du pilate, des choses qui vont être douces. Mais en fait, physiologiquement, l'être humain n'est pas fait pour faire des choses à haute intensité. Si ça nous plaît, ok, mais aujourd'hui, on est dans une société où on est tout le temps stressé déjà. Le sport, tu l'as dit toi-même, Tout à fait. participe, c'est un stress. C'est le principe même de Oui, l'activité physique, c'est un stress. absolument. Et donc, si toi, tu es déjà stressé dans ton quotidien, stressé ne veut pas dire nerveux, comme tu dis, il y a des gens qui pensent ne pas être stressés parce qu'ils confondent stress et nervosité. Alors que c'est pas du tout la même chose, tu peux être d'apparence très très calme et être très Complètement. stressé. Et être très stressé à C'est l'intérieur. ça. Et donc, effectivement, de revenir au final à ce qui est physiologique et d'ailleurs qui peut permettre à des personnes qui pensent ne pas pouvoir bouger parce que justement elles vont avoir mal à un endroit, mal aux articulations, enfin n'importe. Parce qu'elles pensent, oui, sport c'est forcément douloureux, c'est forcément si, mais juste si tu marches un petit peu déjà, c'est déjà très bien. C'est le sport qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est la marche. Donc, Absolument. voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de rappeler qu'au final, il n'y a pas besoin de se tuer en s'affamant et en se faisant des séances de sport qu'on déteste et qui nous font souffrir, juste pour être en bonne santé, alors qu'au final, c'est pas ce qui est nécessairement le meilleur pour nous. Mais Donc c'est totalement. bien d'avoir Non, rappelé tout ça. totalement. L'idée, c'est de trouver des formes de mouvement qui vous conviennent et qui vous font sentir bien, en fait.
Et d'ailleurs, c'est un des principes de la santé à toute taille dont je parlais plus tôt. C'est aussi que quand les personnes, peu importe leur poids, viennent en disant en fait j'ai une relation hyper compliquée à l'activité sportive, c'est parfois qu'elles se sont forcées à le faire pour brûler des calories, pour obtenir une apparence X, Y, Z. Et en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est trouve quelque chose qui te plaît. Parce que si c'est pas une punition, tu vas y aller naturellement et ça va devenir quelque chose qui te fait plaisir, etc. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors l'injonction à manger moins que les hommes, écoute, moi je suis convaincue féministe, donc moi je pense que tout le problème vient de ces pensées, cette culture très patriarcale où on dit voilà, la femme devrait faire ci, la femme est plus biologiquement prête à s'occuper des enfants et de la maison. Non, je suis désolée, on est tous capables de s'occuper des enfants et de la maison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment trouver l'équilibre pour soi. Et ce que j'ajouterais par rapport à ce que tu as dit avant, c'est que parfois, on s'impose un poids X, alors qu'en fait, si on se débarrasse de cette injonction-là et on dit, maintenant, mon corps, je vais surtout travailler à l'amener là où il est bien. Je ne vais pas regarder est-ce que je suis à X kilos ou à Y kilos. En fait, on est capable de se libérer de ça et de pouvoir vraiment faire des choix alimentaires, sportifs, prendre soin de son stress, sans avoir sans arrêt en fait cette idée de je dois perdre X kilos pour être bien, etc. Moi, je ne lie pas forcément le poids à la santé, en fait, comme on a dit plus tôt. Donc l'idée en guérison, c'est en effet de les amener vers un apport alimentaire plus riche, plus diversifié, plus fréquent. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui faisaient le jeûne intermittent aussi. Ça, c'est très compliqué à gérer pour le corps des femmes. Donc passer de longues heures sans manger, c'est pas un truc que le corps des femmes apprécie. Il est un petit peu en angoisse, donc ça marche assez bien sur les hommes, mais pour les femmes c'est pas l'idéal. Donc si elle faisait le jeûne intermittent, là j'en ai pas. Hier j'ai eu une nouvelle cliente qui a commencé, et en fait elle mange 2 repas par jour. Donc c'est comme tu disais, mon objectif c'est de l'amener vers les recommandations pour retrouver un cycle menstruel. C'est définitivement plus que 2 repas par jour, mais j'ai discuté avec elle. Qu'est-ce qui est possible pour toi à ce stade ? Est-ce que c'est passer à 3 repas par jour, ou est-ce que c'est faire plusieurs collations dans ta journée avec des plus petites quantités ? Mange ce qui te fait envie à ce stade. Donc c'est comme tu dis, moi j'y vais pas en mode bulldozer, c'est bon, il faut absolument manger comme ci, comme ça. Non, je leur dis maintenant, il va falloir remonter. Ce que tu fais que 2 repas par jour et du sport en plus, c'est suicidaire en fait, ça marche pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va fonctionner pour que petit à petit, tu te remettes dans un corps qui fonctionne ? Et évidemment, le signe ultime, c'est quand les règles reviennent et qu'on voit que tout se remet en place. Et là, en général, elles voient aussi une amélioration de leur bien-être. Elles voient qu'elles ont moins de soucis digestifs, parce que quand on ne mange pas assez, on a des soucis digestifs qui ne sont pas liés aux aliments, qui sont liés à la restriction. Elles ont moins de soucis de santé mentale, elles sont plus disponibles dans leur vie, plus présentes dans leur vie. Elles ne passent pas leur vie à calculer les calories, à réfléchir si je veux resto ce soir, qu'est-ce que je mange à midi, etc. Donc quand elles voient toutes ces améliorations-là, elles ont la capacité de se dire ok, c'est bon, je reste dans ce corps-là, même si c'est peut-être pas celui que j'avais imaginé à la base. Je m'étais peut-être vue plus comme ci, moins comme ça, etc. Mais le travail qu'on fait ensemble aussi, c'est de se détacher de ces injonctions d'apparence et de se dire en fait, je suis pas sur cette terre pour avoir un certain look. Je suis ici parce que j'ai envie d'accomplir des choses, d'être avec des gens que j'aime, de faire des trucs fun. C'est ça le sens de ma vie. C'est pas d'avoir un certain poids ou d'avoir un écart entre mes cuisses, en fait. Encore heureux, parce que là, cette histoire d'écart des cuisses, je le comprendrai jamais. Vraiment, ça fait partie des trucs qui sont... Mais tu dis, mais comment on en arrive comment on en arrive là ? Mais bon, ça, après, c'est malheureusement les réseaux sociaux et compagnie, c'est pas du tout... ça aide pas beaucoup pour ça. Mais maintenant, voilà, pour arriver vers la fin de cet épisode, qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour les personnes qui sont concernées, qui souffrent de cette aménorrhée hypothalamique ?
Bah, la première chose, c'est vraiment de s'informer, en fait. Donc, voilà, et vous écoutez ce podcast, c'est super. Merci encore, Marina, de me donner l'opportunité d'en parler. Il y a évidemment le livre «Je n'ai plus mes règles» qui est disponible, via mon site et mon compte Instagram. Il y a, j'ai toutes sortes de blog posts aussi qui sont gratuits. Le chapitre 1 sur le diagnostic et le chapitre 6 sur la confusion entre aménorrhée et SOPK sont disponibles gratuitement en téléchargement aussi. Donc, si vous voulez pas investir dans le livre, mais que vous avez quand même des questions de diagnostic, allez chercher ces chapitres-là aussi via mon site. Et l'idée, c'est à ce stade de vraiment s'informer et puis après de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait? De quoi, enfin, comment je veux concevoir ma vie? Est-ce que j'ai envie d'une vie où tout est très carré, calculé, réfléchi, rien ne dépasse, je suis obligée de me coucher tôt pour aller à la gym très tôt le matin, etc. Si je prends 50 grammes, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est le genre de vie que j'ai envie de vivre? Ou est-ce que j'ai envie peut-être d'avoir des enfants, d'être libre, de faire des choses spontanées, de pas tout calculer, de me sentir bien dans ma peau, de pas avoir froid tout le temps, de pas être angoissée tout le temps. Donc je pense que c'est ça. Et je dirais avoir une approche qui est vraiment de courage, de compassion, de patience. C'est pas facile tout ça. Moi, je l'ai traversé plusieurs fois, hein, puisque j'ai eu plusieurs niveaux de guérison. Et c'est pas facile, on remet en cause beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible et qu'il y a des solutions. Donc, je me souviens que quand on m'avait appris que j'avais souci de fertilité, c'était la fin du monde. Je me disais, je vais jamais être maman. Et quand j'ai appris qu'en fait, c'était réversible, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial d'avoir un problème de fertilité que je peux, en fait, modifier. Parce qu'il y a aussi des soucis de fertilité. Enfin, je veux dire, si vous avez une endométriose, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir forcément avoir un contrôle dessus, en fait. Ça va être très médicamenté, médicalisé, etc. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont dans cette situation, qui s'interrogent, qui s'angoissent. Je mets beaucoup de sources aussi sur mon compte Instagram, via ma newsletter, des choses qui les aident aussi à dépasser cette insatisfaction corporelle. Parce que c'est là où souvent on se retrouve bloqué, en fait. On se dit, j'ai envie de retrouver un cycle, mais je suis pétrifiée de peur à l'idée de prendre du poids. Et donc on reste dans ce cercle vicieux. Donc mon objectif en parlant de ça, c'est aussi de dédramatiser tout ça et de leur dire, il y a une très belle vie à un poids qui est peut-être plus élevé, mais où vous allez vivre votre vie pleinement, être bien dans votre peau, parce qu'encore une fois, la satisfaction corporelle, c'est dans la tête, c'est pas par rapport à notre apparence. On peut être dans un corps, entre guillemets, parfait qu'on a façonné et être dans une insatisfaction corporelle énorme. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette situation. Bah, je te remercie. Et justement, tu as cité donc tes contenus. On peut te retrouver sur quel site, quel réseau, voilà, si tu peux nous partager tout ça. Super, donc je suis sur Instagram au même titre que le livre «Je n'ai plus mes règles». Heu, c'est le plus simple et de là, il y a un accès à mon site web, où vous pouvez, commander le livre, télécharger les chapitres gratuits, vous inscrire à la newsletter, retrouver, on a aussi une communauté virtuelle, qui coûte, moins de 10 € par mois, où les jeunes femmes, en fait, peuvent se retrouver dans une communauté complètement, safe, je vais dire confidentielle, et où elles peuvent se soutenir les unes les autres, parce que c'est un gros travail sur soi d'entamer cette guérison et de maintenir après les cycles aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est un travail à long terme. Quand les cycles reviennent, on n'a pas envie de revenir en arrière et de se remettre dans un déficit d'énergie. Et comme on travaille un petit peu à contre-courant de la culture générale qui nous dit devenez plus mince, etc., c'est important de se soutenir les unes les autres. Donc tout ça, je dirais que c'est au départ de Je n'ai plus mes règles, l'Instagram et le livre. Super. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil ou un mot ou voilà quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
Bah, moi, il y a une petite phrase que j'adore, que j'ai pas du tout inventée, c'est pas du je la reprends, de 2 chercheuses américaines qui sont des sœurs jumelles, qui s'appellent les sœurs Kite, qui ont écrit beaucoup sur, l'image corporelle, le fait de s'accepter dans un corps, tel qu'il est, dans une culture qui nous donne tellement d'injonctions. Elles disent, en fait: «Notre corps est un instrument et pas un ornement». Et j'aime beaucoup cette citation parce que je pense que souvent, en tant que femme, on voit notre corps que comme quelque chose de joli à regarder, alors qu'en fait, c'est l'instrument, c'est le vaisseau qui nous permet de vivre notre vie. Et au plus on est capable de voir notre corps en termes de fonctionnalité, au plus on est capable de l'accepter, de le respecter, de le nourrir correctement, de lui donner du repos, de lui choisir des activités physiques qui lui font du bien. Donc, si je devais choisir une petite phrase, ce serait celle-là. Bah, écoute, c'est, une très belle phrase, c'est un très beau rappel. Franchement, merci beaucoup. Merci pour toute ton intervention, pour, tous tes conseils. Franchement, je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent être touchés sans forcément s'en rendre compte et c'est bien d'avoir, voilà, d'avoir ce genre bah, de contenu qui peut les aider et leur permettre de ne plus être en errance médicale. Donc voilà, je te remercie encore Florence voilà, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Marina, de m'avoir invitée. C'était une super conversation. J'ai beaucoup apprécié de parler avec toi. Avec grand plaisir. À bientôt. Do 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 do